Et oui, hier soir, Apple a annoncé des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec des processeurs M1 Pro et M1 Max, pas du tout les M1X ou les M2 auxquels on s'attendait. Salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va évidemment parler des nouveaux processeurs de ces MacBook Pro, mais l'article, la vidéo est plus orientée MacBook Pro. C'est un ordinateur que j'attends depuis que j'ai mon MacBook Pro 13 pouces M1, qui était en fait un modèle déjà Intel qu'on a migré vers du ARM et vers de l'Apple M1. Je vous avais fait plein de vidéos dédiées, je vous en mets une ici qui me semble importante, les puces Apple M1, on avait tout détaillé l'an dernier. Là on va un peu moins se rentrer dans les détails sur ce qui compose ces puces Apple M1 Pro et M1 Max, et on va s'attarder un petit peu sur le MacBook Pro en lui-même que j'ai évidemment précommandé hier soir et qui sera testé et déballé le 26, mardi prochain, c'est le jour de sortie officielle. Je fais partie des premiers, je suis très content malgré la grosse configuration que j'ai prise, et testé dans les jours et semaines qui suivront le 26. La conférence de hier soir, elle appuie réellement bien sur le fait qu'Apple ne compte pas laisser tomber son matériel, que ce soit des Mac, des iPads, etc. On a passé plusieurs années de creux où on attendait des choses d'Apple et il se passait rien en face, comme si réellement tout ce qui pouvait être dit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Reddit, ne remontait pas chez Apple. Et depuis 2 ans, 3 ans, on a vraiment la sensation qu'il y a une écoute et que quelque chose change. L'an dernier, on a eu les processeurs ARM, on a eu les processeurs, c'est un abus de langage, les puces Apple ARM, les puces Apple M1, on a eu le Mac Pro qui montrait tout ce qu'Apple pouvait faire de plus gros en matière de machines, on a eu la Pro Display XDR, un moniteur professionnel, ça faisait un moment qu'on l'attendait, Apple ne le mettait plus à jour, et là on continue avec iPadOS 15 qui vient corriger des petites erreurs, et maintenant à nouveau avec un iPhone, et maintenant encore avec des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces qui sont des monstres de puissance, il n'y a pas d'autre mot, et qui répondent réellement aux attentes des gens en face. Et je me mets dans le panier des gens en face qui attendaient des choses un petit peu sérieuses. Et il y a une phrase qui me marque moi dans la conférence de hier, que j'ai pas réussi à retrouver en regardant la vidéo YouTube de la conférence, c'est que Tim Cook commence ou termine, je sais même plus à quel moment c'était, en disant que c'était juste le début pour le MacBook Pro. Cette espèce de gros pavé, ce truc énorme qu'ils ont sorti hier, qui est le MacBook Pro 14 pouces ou 16 pouces, puisqu'il n'y a plus de différence de performance entre un modèle et l'autre, vous pouvez avoir la grosse conf sur le 14 pouces ou sur le 16 pouces, et ça sera la même grosse conf. C'est que, encore une fois, c'est juste le début pour le MacBook Pro. Donc, est-ce que c'est juste le début pour celui-là parce qu'il va y avoir des mises à jour logicielles? Est-ce que c'est juste le début parce que tous les ans, on va prendre une grosse mise à jour ARM dans les gencives? Aucune idée. Toujours est-il que la deuxième phrase qui m'a marqué, c'est que c'est la première année sur 2 ans de changement de Intel vers ARM. Et ça, c'est aussi lourd de conséquences. Ça veut dire que Apple se cherche un petit peu. On a une deuxième itération sur des processeurs ARM, mais on est à la moitié du chemin. Il reste des iMac Pro ou pas. Il reste des Mac Pro à sortir avec des puces qui vont devoir réellement être très puissantes pour concurrencer ce qui existe déjà. Mais on va en reparler dans quelques instants puisque cette vidéo est chapitrée, vous pouvez bondir de là où vous voulez, encore une fois, il n'y a pas de souci, mais ces puces sont réellement très puissantes en termes de GPU, en termes de CPU, elles sont très sérieuses également, mais en termes de GPU, on arrive à des performances dingues. Je lisais tout à l'heure que la partie GPU des MacBook Pro, le gros M1 Max du coup, flirte avec la puissance de calcul d'une PlayStation 5 quand même. Donc c'est des trucs très importants. Par contre, ce qui est important également, c'est le retour de la connectique qui avait été enterré il y a des années de ça, pas quand on était passé sur les MacBook Pro Retina, mais je crois que c'était en 2016-2017 quand les nouveaux MacBook Pro sont sortis, la génération avant celle-ci, on a eu que du Thunderbolt. On a abandonné le lecteur SD, on a abandonné l'HDMI, on a abandonné plein de choses juste avec 4 Thunderbolt 3 sur les MacBook Pro. Et c'était la fiesta des adaptateurs et ça a donné lieu à plein de trolls. Là maintenant que vous avez tous vos adaptateurs, on va revenir un petit peu en arrière et du coup Apple va mettre un MagSafe, j'y reviens dans un instant, de l'HDMI et un slot SD. On a maintenant 3 ports Thunderbolt 4, c'est les premières machines à avoir du Thunderbolt 4, les premières machines Apple à avoir du Thunderbolt 4, c'est très cool. Dans la vraie vie ça change pas grand chose par rapport au Thunderbolt 3, ça change même rien du tout, c'est juste des aspects sécurité qui sont modifiés. Ces ports Thunderbolt 4 sont évidemment des ports USB 4 et ils ont une limitation, c'est qu'ils ne peuvent faire passer que 100 watts d'énergie en fait dedans. Donc
Apple voulant proposer de la charge rapide sur le MacBook Pro 16 pouces, eh bien ils sont obligés de proposer de la charge rapide à 140 watts parce que c'est un gros bébé qui consomme un petit peu, et pour proposer de la charge rapide, du coup l'USB-C, le Thunderbolt 3, appelez ça comme vous voulez, ne suffit pas parce qu'il plafonne à 100 watts. Donc Apple n'avait d'autre choix que d'inventer une autre connectique, et histoire de garder un petit peu de cohérence, je pense qu'ils se sont dit, les gars, on va remettre du MagSafe, on va l'appeler MagSafe 3, dans tous les cas on l'a mis sur les iPhones, et on va faire passer nos 140 watts par là. Donc le MagSafe, en fait, s'il existe sur Mac, c'est pas parce qu'Apple a voulu vous faire plaisir, parce qu'ils savent que vous faites tomber vos ordinateurs, ça n'a rien à voir, c'est juste parce que Apple voulait proposer de la charge rapide sur le MacBook Pro, que pour le 16 pouces, la charge rapide, ça veut dire 140 watts de puissance, et que 140 watts, ça ne passe pas avec l'USB-C, avec le Thunderbolt, et c'est dommage, parce qu'il y a quelques jours a été annoncée la norme Power Delivery 2.1, si je dis pas de bêtises, qui en fait permet de faire passer 240 watts sur un port USB-C. Donc à quelques semaines près, Apple s'abstenait de faire du MagSafe, j'en suis persuadé, et je pense que ça ne restera pas, c'est juste une contrainte qu'il fallait aujourd'hui. Et la preuve elle est très simple, c'est que le MacBook Pro 14 pouces, qui a un chargeur de 96 watts, je crois, dedans, peut faire de la charge rapide en USB-C, tout simplement parce qu'en fait il n'a besoin que de 96 watts pour charger rapidement, 67 watts je crois, quelque chose comme ça, en mode normal. Donc vous le branchez en USB-C sur un chargeur USB-C de 96, 98 watts, tout ce que vous voulez mais supérieur à 96 watts, ben, ça passe dans la norme USB-C Power Delivery 200 watts et boum, 200 watts, et donc ça permet de charger rapidement le MacBook Pro 14. Alors que sur le 16, il fallait encore une fois autre chose, donc on est revenu à du MagSafe. Je suis un grand fan du Thunderbolt, comme vous l'avez un petit peu compris dans l'introduction de ce chapitre. On a tous acheté nos accessoires, donc j'ai tous les accessoires qu'il me faut pour utiliser un ordinateur qui n'est que Thunderbolt, donc pas de souci pour moi pour ça. Par contre, il me manquait réellement un slot SD, ça pouvait réellement me rendre service pour importer ces vidéos, importer des photos en déplacement, peu importe, le slot SD, je m'en sers plusieurs fois par jour, réellement c'est utile à mon travail de production. L'HDMI, franchement, je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai branché un câble HDMI où que ce soit. Parce que j'aime pas l'HDMI en fait, c'est pas une bonne connectique selon moi pour du multimédia, ça peut aller pour des télés, mais sur un ordinateur, je préfère utiliser du DisplayPort. Donc j'ai des adaptateurs, mini DisplayPort, vers DisplayPort, ou USB-C, vers DisplayPort, puisque le DisplayPort fait partie de la norme Thunderbolt, etc. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais l'HDMI qui arrive sur le MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces est un HDMI 2.0. En soi, ça suffit très largement pour tous les usages qu'on va faire avec. Se brancher à un projecteur, même s'il est en 4K, ça marche en 4K 60 Hz, il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir tout brancher dessus. Le seul truc qui, moi, me gratte un petit peu, et apparemment je ne suis pas le seul, c'est qu'on a de l'HDMI 2.1 sur la dernière Apple TV. Et je trouve ça dommage de proposer un monstre de puissance, on y revient encore une fois dans un instant, et de mettre que de l'HDMI 2.0, parce qu'avec toutes les connectiques qu'il y a, tout est novateur sur cet ordinateur. On n'a jamais fait un ordinateur comme celui dont on parle aujourd'hui. Et pour autant, on a de l'HDMI 2.0 qui est un truc banal, acté, facile, alors qu'on aurait pu mettre du 2.1. C'est un petit peu dommage. La prise casque, pareil, je râle un petit peu sur la prise casque. Je me dis, ah, ils ont remis juste une prise casque, ils pouvaient pas faire comme avant, une entrée-sortie, une prise mini jack, mais qui fait entrée et sortie. En fait, cette prise casque, elle a également une particularité, c'est qu'elle sait s'adapter au casque à haute impédance. Il y a le DT770 Pro, qui est un casque que j'adore réellement, qui est un casque à haute impédance. C'est-à-dire que si vous n'envoyez pas, je simplifie à l'extrême, ne m'en voulez pas les puristes, si vous n'envoyez pas assez d'énergie via le câble, eh bien en réalité, le casque ne produit pas suffisamment de son, ou pas un son assez qualitatif si vous voulez. Et si vous branchez ce casque sur, à l'époque, un téléphone quand il y avait des prises jack, vous allez défoncer la batterie de votre téléphone très vite, parce que le téléphone essaye de souffler toute l'énergie qu'il peut dans le casque, mais le casque en fait il en a jamais assez, réellement. Donc cette prise jack là, elle a cette particularité de s'adapter, de savoir reconnaître les casques à forte impédance et de s'adapter. Les mecs qui font du son avec vont être très très fans de cette simple petite modification qui n'est que louable, effectivement. Ensuite, on a évidemment le port SD-XC qui vous permettra d'avoir des cartes SD jusqu'à 2 Tera avec des débits sympathiques. J'ai pas regardé si c'était de l'UHS 2, j'espère très fortement que c'est de l'UHS 2 pour avoir des débits importants à l'import. J'espère qu'il n'y a pas de mesquinerie là-dessus, j'ai absolument pas pensé vraiment à regarder, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et du coup, pour revenir rapidement sur l'histoire du MagSafe, vous voyez chez moi j'ai réellement des câbles USB-C partout là sur la table, il y a un câble USB-C quand madame veut brancher son iPad Pro, quand moi je veux brancher mon MacBook Pro, quand il y a autre chose à brancher, le micro de cet appareil photo fonctionne en USB-C, et bien je peux le brancher quand même sur le chargeur de 96 watts, c'est la magie de l'USB-C Power Delivery, le chargeur s'adapte au matériel qu'il y a dessus. Et donc ça c'est très cool, en même temps que je complète mes cercles d'activité, c'est magnifique.
Le fait qu'il y ait ce chargeur rapide, en MagSafe de surcroît, pour moi, ça va être uniquement un chargeur de déplacement, parce que à la maison, j'ai encore une fois de l'USB-C à 100 watts partout, enfin 96, 98 watts en fonction de l'âge des chargeurs, et donc ce chargeur MagSafe va être uniquement un chargeur de déplacement, parce qu'en déplacement, on a besoin de charger très rapidement, et le fait qu'il y ait du MagSafe, c'est cool en déplacement aussi, parce que vous n'êtes pas toujours dans un environnement contrôlé, et pour le coup, quelqu'un d'autre peut marcher sur votre câble et embarquer votre ordinateur avec un port USB-C. Donc là, le MagSafe fait sens. Mais n'hésitez pas, dans tous les cas, je sais que le MagSafe, c'est un petit peu... c'est sujet à controverse, en fait. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez du MagSafe, comment vous allez l'utiliser, si réellement c'est un truc que vous aimeriez avoir sur vos MacBook Pro actuellement, ou si... comme moi, en fait, vous vous en fichez, mais bon, c'est pas si mal qu'il soit là. Ensuite, on a deux SoC, deux systèmes on a chip, qui sont le M1 Pro et le M1 Max. Alors, quand Apple fait sa présentation, on s'entendait à une nouvelle puce, pas deux, à une nouvelle puce. Donc, quand Apple fait sa présentation, on voit un M1 Pro qui va pour des MacBook Pro comme on s'y attend, donc on se dit bah, c'est convenient, donc aucun souci, la nouvelle puce s'appelle M1 Pro, on s'est foiré, c'est pas du M1X, c'est pas du M2, c'est du M1 Pro, bon cool. La présentation nous dit que le M1 Pro double quasiment tout ce qu'il y avait sur le M1, on a 10 cœurs de processeur, actuellement on en a 8, sauf que la répartition n'est pas la même, on a 8 cœurs performants et 2 cœurs efficients, alors qu'actuellement c'est 4 performants, 4 efficients. Donc on a réellement, on passe de 4 efficients à 8, de 4 performants pardon, à 8 performants. On va avoir beaucoup plus de cœurs de GPU, on a 16 cœurs de GPU, j'ai pas appris la fiche technique par cœur, vous m'excuserez. On a jusqu'à 32 Go de mémoire unifiée, donc actuellement on avait 8 ou 16, là on peut monter jusqu'à 32, cool, on double encore, les specs sont cool. On a, moi je trouve ce chiffre délirant, 200 gigaoctets par seconde de bande passante. Alors, il faut comprendre un petit truc. Vous voyez la puce, l'Apple M1, M1 Pro, M1X, M1 Max, M1, appelez ça comme vous voulez, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Un SoC, en fait, c'est une puce sur laquelle vous allez avoir le processeur graphique, le GPU, et de la mémoire. Et en fait, au lieu que le processeur envoie des informations à la mémoire, revienne la chercher, que ça vienne copier sur le disque, etc., tout se passe là. Donc quand vous mettez de la mémoire, il n'y a plus de notion de mémoire vive et de RAM dans un coin, et de mémoire dédiée à la carte graphique. La mémoire est partagée entre le CPU et le GPU. Donc quand vous prenez, c'est pour ça que c'est important de prendre un MacBook Pro M1 avec 16 Go de RAM. Quand vous prenez un MacBook Pro avec 16 ou 32 ou 64 Go de RAM, eh bien la mémoire est partagée entre la carte graphique et le CPU. Donc c'est très important de prendre des grosses capacités mémoire, parce que c'est encore une fois partagé et que vous pouvez avoir des gros gains en performance uniquement avec un peu plus de mémoire, qui n'est plus la RAM à papa-maman que vous aviez connue jusqu'à maintenant, moi aussi. Donc on double tout, et on a 200 gigaoctets par seconde de bande passante entre tout ça, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui est écrit dans la RAM, eh bien le CPU peut revenir la chercher, le GPU aussi, etc. Ça va prodigieusement vite, c'est juste incroyable. Moi je vois ces chiffres, je me dis c'est génial, c'est des monstres, ils ont tout tué encore une fois, c'est fabuleux. Et là en fait ils disent ouais mais si jamais ça vous suffit pas le M1 Pro, on peut faire un truc encore plus puissant, et on l'a appelé le M1 Max. Bon, le nom est nul, ça y est, on va pas se mentir, le nom est nul, mais le M1 Max double tout ce qui était sur le M1 Pro, et qui lui-même doublait tout ce qui était sur le M1 tout court. Donc on a un SoC qui est 4 fois plus puissant sur le papier, hein, que le M1. On a le même nombre de CPU, donc on ne sera pas exactement 4 fois plus puissant. On a toujours un CPU à 10 cœurs avec 8 cœurs performants, 2 cœurs efficients. Par contre, on passe jusqu'à 32 cœurs de GPU, on va jusqu'à 64 Go de mémoire unifiée, ce qui veut dire que potentiellement, vous avez un GPU avec 64 Go de mémoire, c'est colossal, et on double également la bande passante qui était de 200 gigaoctets par seconde à 400 gigaoctets par seconde. Et tout à l'heure, j'avais une conversation au boulot avec un collègue qui pensait que la RAM classique sur des barrettes là était plus rapide qu'un SoC, ce qui est faux encore une fois, parce que le SoC est fabriqué d'une seule pièce. Vous fabriquez votre CPU, votre mémoire, votre GPU. Donc la puissance et la vitesse de tout ça, puisque tous les échanges de données se font là, elle est propre à votre SoC. Donc vous pouvez, demain on pourra peut-être avoir des échanges à 800 gigaoctets par seconde, des échanges à 1 teraoctet par seconde. Franchement, je pense que dans un an, sur le Mac Pro, on aura des échanges qui pèteront le teraoctet par seconde. Mais c'est délirant. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est délirant. Moi, je n'ai presque pas dormi de la nuit parce que je trouve ce truc incroyable. Incroyable le gap qu'Apple a réussi à se mettre à eux-mêmes
en un an. C'est délirant. Donc évidemment, parenthèse, moi j'ai commandé la plus grosse configuration avec 4 Tera de SSD. Si vous me suivez, si vous êtes peut-être sur le Discord ou que vous y êtes passé, etc., vous savez forcément que je voulais cette configuration-là. Donc le gros CPU, GPU, machin, le plus gros, voilà, mettez-moi tout. Et 4 Tera de SSD pour pouvoir avoir mes rushs dedans. Si vous êtes abonné à cette chaîne, pareil, vous avez déjà vu tout ça, on en a déjà parlé. Idem, si vous êtes abonné à la chaîne secondaire, on en a parlé encore plus. Et en plus de tout ça, on va avoir un SSD avec des débits en lecture de 7,4 gigaoctets par seconde. C'est le double, barre-toi la mouche, c'est le double de ce qui se fait de mieux actuellement. Apple, quand ils ont sorti les premiers MacBook Pro avec uniquement du Thunderbolt, arrivait avec des SSD à 3 Go. Le top du top à l'époque c'était 1 Go, 1 Go 5. Maintenant, vous achetez des SSD à 3 Go, des SSD externes, ça existe sans problème. C'est du haut de gamme, mais ça existe. Donc, ils ont sorti des SSD à 7 gigaoctets par seconde. En lecture, certes, 7 gigaoctets par seconde. Je suis encore plus content d'avoir pris 4 Tera de stockage pour mettre toutes mes bibliothèques Final Cut dessus et pouvoir faire mon montage en local. Ça prend encore plus de sens, même si j'ai du 10 gigabits à la maison, je vous invite à voir ma playlist Unify. Donc mon ordi s'annonce être un truc incroyable. C'est le moment où vous pouvez peut-être vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper ni le déballage, ni le test. Vous avez également dans la description un petit lien pour vous abonner aux notifications par mail. Ces notifs par mail, c'est pas une newsletter, je vous écris pas régulièrement. Ça vous envoie juste un mail à 20 h chaque jour où il y a un article. Il y a 2, 3, 4 articles par semaine et ça vous envoie juste une notification pour vous dire « Hey, voilà le contenu de l'article, vous avez le début et si ça vous plaît, vous cliquez. » C'est aussi simple que ça. Vous vous désabonnez évidemment quand vous voulez. Un autre truc que j'attendais avec une impatience non dissimulée, c'était un écran Retina, Liquid Retina XDR, le même écran qu'il y a sur l'iPad Pro. Il y avait eu des rumeurs sur ça. Et en fait, ce qui est délirant dans cette machine, c'est qu'il y a eu plein de rumeurs pour plein de choses. Mais comme très souvent, je me suis dit, bon, ils vont en prendre quelques-unes, ils vont pas tout faire. Et s'ils en prennent quelques-unes, j'aimerais vraiment qu'il y ait un processeur puissant, bon ok cool, mais vraiment j'aimerais qu'il y ait un écran qui déchire, quoi. Ça serait vraiment super cool qu'il y ait un écran qui déchire. Et en fait, bon déjà ils ont pris toutes les rumeurs, vous l'avez bien compris, et ils ont mis évidemment l'écran Liquid Retina XDR, donc un écran avec une luminosité de 1000 nits, avec des pics à 1600 nits, le même que l'iPad Pro encore une fois, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des zones totalement sombres, quand vous regardez des films, ou que vous montez des vidéos, ou que vous traitez des photos, peu importe, des zones totalement sombres, des zones très lumineuses, parce qu'on a la capacité de monter à 1600 nits, c'est colossal en fait, c'est colossal, c'est les mêmes performances en théorie que le Pro Display XDR qui vaut 6000 € avec du mini LED et pas avec le Pro Display, ce qui fait que, parenthèse, j'attends vraiment qu'Apple sorte un Pro Display Liquid Retina XDR, appelez ça comme vous voulez, mais avec du mini LED et pas la même techno que sur le Pro Display actuel. Vendez-me-le à 3000, je vous le prends, il n'y a pas de souci. Mais toujours est-il que ce Liquid Retina XDR arrive sur le MacBook Pro. Donc le MacBook Pro 16 pouces, il fait en fait 16,2 pouces, il est un petit peu plus grand, on a un notch en fait. Les gens semblent détester le notch, mais Apple a remis un notch sur le MacBook Pro. Moi perso je suis très fan parce que ça permet d'avoir des bords très fins sur le MacBook Pro. Il faut juste de la place pour venir mettre la caméra, le micro, la lumière, etc. Donc ben, ils ont fait un notch pour mettre tout ça dedans. Il n'y a pas de Face ID, vous enflammez pas, ils ont juste fait un notch pour mettre tout ça. Ce qui fait que l'écran, clac, il peut venir remonter un petit peu dans tous les sens, etc. Et on a un écran qui est réellement bord à bord. Le simple fait de regarder mon MacBook Pro là, je fais... Ah, c'est gros. Et on a donc évidemment le même contraste encore une fois que sur le Pro Display XDR. Je répète, c'est un écran seul, donc il fait 32 pouces, il est 6K, machin, tout ça, mais c'est un écran qui vaut 5000 et quelques euros. Le prix de mon ordinateur, en fait, juste pour un écran. Donc on a un ratio de contraste de 1 million pour 1. Ça va être incroyable. Chaque élément, en fait, me mind blown. Chaque élément de cette vidéo, je le trouve dingue. Mais cet écran, ça va être juste prodigieux. Il me tarde, mais d'une force, de faire le déballage et de l'ouvrir devant vous. Je pense qu'il va y avoir une petite larme qui va couler. Et on rajoute à ça un autre truc, je me rends compte qu'en fait j'ai pris plein de notes, il y a l'article dans la description qui vous envoie sur locan.jp encore une fois, donc j'ai pris plein de notes, j'ai écrit un super article, et je suis tellement emballé que cette vidéo va durer une demi-heure, je suis sûr, mais c'est juste dingue. Donc Liquid Retina XDR, cool. On a en plus de ça du 120 Hz. Je vous en ai parlé dans ma petite review de l'iPhone 13 Pro. Ce 120 Hz, moi sur l'iPhone 13 Pro, je le trouve délirant. C'est ma feature préférée de tout l'iPhone 13 Pro. L'écran et juste après la capacité photo du machin. Mais du 120 Hz avec du ProMotion, donc variable de 0 à 120 Hz, arrive sur MacBook Pro en même temps que du Liquid Retina XDR.
mais ça va être un truc de gueudin. Et il me tarde très fortement, je vais vous faire le déballage évidemment sur la chaîne principale, et je pense que vous aurez droit à plein de petits tests rigolos, des tests de processeur, des tests d'écran, des tests HDR, parce que je vais enfin avoir un écran avec lequel je peux monter l'HDR à tourner là. On a fait des tests ensemble, c'est pas souvent heureux, parce que la calibration est pas ouf, parce que j'ai pas des écrans assez lumineux. Là, je vais peut-être pouvoir vous proposer du contenu, donc on fera des tests sur la chaîne secondaire qui est ici, sur laquelle vous pouvez vous abonner pour potentiellement participer à ces tests-là qui conditionneront le futur de la chaîne principale qui est ici que vous voyez. Le petit moment triste, et en vrai pas tant que ça, c'est que la touch bar dégage en fait. Le clavier est revu sur ce MacBook Pro. On n'a plus le clavier comme actuellement, enfin c'est toujours le même type de clavier, mais la touch bar s'en va. L'arrière du clavier n'est plus en aluminium gris ou gris sidéral, peu importe, c'est noir. Donc je suis très curieux de savoir s'ils ont teinté l'aluminium ou si c'est du plastique, un capot en plastique au fond pour donner cette couleur noire. Sinon ça veut dire qu'ils savent faire des MacBook Pro totalement noirs et il me tarde vraiment de les voir. Mais la touch bar s'en va. Je vous avais expliqué à quel point j'aime ma touch bar. Réellement j'adore ça. Mais pour autant, quand j'avais eu le MacBook Pro, le MacBook Air M1 qui n'a pas de touch bar, bah ça m'en manquait pas pour autant. Les boutons physiques sont cool aussi. C'est pas un truc sur lequel je vais être belliqueux à dire ah ouais non je voulais à tout prix une touch bar, etc. Ça me fait chier. La touch bar c'est cool. À mon grand regret, tous les développeurs ne l'utilisent pas et c'est peut-être pour ça qu'Apple s'est dit bon ça sert peut-être à rien de mettre une touch bar alors que l'immense majorité du temps, c'est quand même frustrant pour les utilisateurs. Il vaut mieux mettre des touches que tout le monde sait utiliser, que tout le monde peut configurer, etc. Donc, je suis assez d'accord avec eux, surtout que les touches, c'est pas des petites touches toutes fines, c'est des touches plein format. En fait, on a un vrai clavier devant la tranche, c'est plutôt pas mal. Et le système audio a également été totalement revu. Les 3 micros avec réduction de bruit sont plus grands. La webcam passe en 1080p, les 3 micros sont plus grands. Les haut-parleurs proposeront 80% de basse en plus, permettent de descendre d'un octave plus bas, ça c'est colossal également. Donc, il me tarde également d'entendre le son de cette bestiole avec du spatial audio à l'intérieur, avec l'écran qui renvoie un petit peu de son. Ça peut être encore meilleur que l'iMac 24 qui était déjà très très bon, et ça arrive en même temps que les AirPods 3 ont été annoncés hier, ainsi que les nouveaux HomePod mini, les nouvelles couleurs de HomePod mini. Donc j'ai commandé également les AirPods 3 qui arrivent la semaine prochaine, et il me tarde vraiment d'écouter en fait à quoi ça peut correspondre. Je les trouve chers, 200 balles pour des AirPods 3 c'est un peu cher quand on a les AirPods Pro à 280, mais on a le spatial audio et on n'a pas le petit embout en silicone des AirPods Pro que perso je kiffais pas top, donc je suis plutôt content en réalité de ces AirPods Pro et du nouveau codec audio qu'ils ont mis à l'intérieur. C'est un peu un hors sujet, mais j'en parlais il y a un petit moment quand on parlait du lossless et d'Apple Music. Il y aura forcément un nouveau codec Apple qui arrivera pour l'audio. Ils sont en train de le tester sur les AirPods 3. J'en mets ma main en copie à couper, pardon. C'est une version de AAC qui permet d'envoyer davantage de qualité pour faire du FaceTime HD. Voilà la conclusion de cette vidéo. C'est une machine qui me choque profondément. Je m'attendais pas non plus à ce qu'elle soit disponible dès la semaine prochaine. Donc hier soir c'était un petit peu la course pour vite la commander. C'est cool, c'est prévu pour arriver le 26. Mon suivi n'est plus disponible, mais j'espère que ça arrivera effectivement le 26, en même temps que les AirPods Pro, les AirPods tout court, pardon. Donc on fera le déballage ici, on fera les tests également ici. Je vous le répète, si vous n'êtes pas abonné, c'est pertinent de le faire réellement. Si cette vidéo vous a plu, mettez des petits pouces. L'HDMI qui est en 2.0 et pas en 2.1, c'est rageant, mais en vrai ça changera pas l'usage. C'est juste rageant d'avoir une grosse bécane, d'avoir Apple qui a fait un travail considérable dessus et qui manque juste ce petit truc. Le MagSafe, vous l'avez bien compris, c'était pour avoir de la charge rapide sur le 16 pouces pour pouvoir monter à 140 watts parce que l'USB-C le proposait pas à l'époque. Le 14 pouces peut faire de la charge rapide à USB-C tant que vous avez une brique de 100 watts au minimum. On a un notch, on a des écrans bord à bord, on a de l'XDR, on a du ProMotion. C'est une machine juste incroyable avec une quantité incroyable de puissance à l'intérieur. Il me tarde vraiment de voir tout ça et de lire vos réactions dans les commentaires de cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez de cette machine. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.